bonjour à tous. Alors, on en a parlé un peu en introduction tout à l'heure lors de la table ronde, de la classification sous section 3, sous section 4 et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, ainsi que les enjeux déchets liés à ces travaux. Donc, globalement, alors je vais vous faire une très très brève présentation du SED pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ensuite, sans transition, on parlera de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage dans la classification des travaux. Et ensuite, la définition sous section 3, sous section 4. On aura des redites de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ensuite, la partie déchets. Donc, le CEDRE. Le CEDRE est un syndicat, on va dire, jeune, parce qu'il est né de la fusion du syndicat des démolisseurs avec le syndicat des recycleurs du BTP qui ont fusionné donc en juin 2018, ça fait maintenant 2 ans, pour représenter 250 entreprises pour 4 métiers, donc démolition, désamiantage, sciage carottage et recycleurs du BTP. Très rapidement, donc le CEDRE est un syndicat affilié à la FFB qui est au cœur d'un réseau d'organisations professionnelles et d'institutionnelles. Donc, on est amené à travailler et collaborer avec tout un réseau d'organisations pour défendre les métiers qu'on représente. Et on est aussi particulièrement actif pour les sujets formation, la veille réglementaire, la promotion des métiers, etc. Donc, sans transition, la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage dans la classification des travaux. Donc, on l'a dit, on va le redire. Il y a l'obligation du repérage amiante avant travaux par la loi El Khomri, ensuite le décret du 9 mai 2017 qui le décline sur les 6 domaines dont le bâtiment. La maîtrise d'ouvrage a pour obligation d'assurer la santé et la sécurité de tous les intervenants sur le chantier qu'il envisage de sa conception jusqu'à la fin des travaux. Il doit ainsi aussi prévoir un coordonnateur SPS dès lors qu'il y a de la coactivité sur son chantier. Et la maîtrise d'ouvrage doit aussi faire sa propre évaluation des risques sur son chantier. Et pour faire son évaluation du risque, donc il faut qu'il fasse les repérages nécessaires et ensuite, selon les travaux qu'il envisage, classer les travaux. Alors, la maîtrise d'ouvrage n'est certainement pas sachante et n'est pas obligée d'être sachante, mais par contre, pour respecter cette obligation d'assurer la santé et sécurité et de faire l'évaluation du risque, doit se faire entourer par les personnes qui l'aident donc à prendre des bonnes décisions, tout en respectant la réglementation. Donc la maîtrise d'ouvrage, on conseille très fortement qu'elle se fasse entourer par une maîtrise d'œuvre qualifiée, assurée pour le type de travaux qu'elle envisage, de manière à anticiper le plus en amont possible les différents aléas et ensuite pour éviter les problèmes par la suite. Il y a un petit grésillement, celui-là, il faut faire attention, tu ne dois Oui. pas toucher le micro. Ouais. Voilà. Ça va mieux? C'est mieux. Ok. Donc, je disais, voilà, la maîtrise d'ouvrage donc doit se faire entourer par les personnes qualifiées, assurées pour les types de travaux qu'elle envisage, mais aussi elle peut consulter les entreprises sachantes avec peut-être qu'elle a l'habitude de travailler, les différentes fédérations, mais aussi l'OPP-BTP qui est ici pour accompagner, pour conseiller. Donc, alors il y a un petit point sur les différents diagnostics et les différents dossiers. Alors, il y a le dossier technique amiante qui peut contenir un certain nombre d'informations sur la présence ou non d'amiante, mais
il n'est pas exhaustif selon le périmètre qu'on envisage, où on envisage de faire les travaux, mais aussi le type de matériaux. Donc, mais parfois, le DTA, alors selon l'arrêté, les arrêtés qui viennent de sortir, donc parfois le DTA peut contenir les éléments nécessaires aux travaux qu'on envisage. Donc, il y a une certaine analyse à faire sur les documents. Et bien que le repérage soit obligatoire, il n'est pas obligatoire de systématiquement faire un repérage dès lors qu'on est assuré d'avoir les éléments nécessaires. C'est-à-dire, on ne va pas s'amuser à faire des repérages à chaque fois qu'on fait des travaux. Si tous les éléments sont déjà là, il n'est pas nécessaire de refaire un repérage, sauf si celui-ci n'a pas été exhaustif. Le rôle des entreprises dans tout cela. Donc, une fois que la maîtrise d'ouvrage a ses documents, elle fait son offre quand elle a bien cerné le type de travaux, les périmètres, etc. Elle fait son offre et les entreprises répondent. Les entreprises, elles aussi, ont pour obligation d'évaluer leurs propres risques sur la base des documents fournis, d'où l'importance de l'exhaustivité des documents en rapport avec les travaux envisagés. L'entreprise aussi a un devoir aussi un peu de conseil aux donneurs d'ordre, parce qu'il faut se dire que l'entreprise est sachante et peut orienter, ou en tout cas discuter, ouvrir un dialogue avec la maîtrise d'ouvrage. Alors certaines entreprises sont, c'est un sujet sensible parce qu'effectivement, les entreprises doivent se battre, entre guillemets, pour les marchés, mais il faut se dire que le dialogue ne doit pas être un frein. Il faut toujours privilégier l'échange avec la maîtrise d'ouvrage, et tout ce qui peut être anticipé en amont et bien, on va dire, bien cadré en amont des travaux, évite tous les aléas possibles pendant les travaux. L'entreprise donc doit bien évidemment mettre tout en œuvre pour respecter la réglementation, et à la fois pour protéger les salariés, mais aussi l'environnement. Donc, sous-section 3, sous-section 4, quelle est la différence fondamentale? Alors, la sous-section 3, c'est ce qu'on appelle la sous-section 3, c'est tout type de travaux qui concernent le retrait ou donc capsulage de l'amiante. La sous-section 4, ce sont des travaux censés être ponctuels qui sont susceptibles d'émettre des fibres d'amiante. Donc la sous-section 3, on est plutôt sur un métier spécifiquement dédié au retrait de l'amiante, alors que la sous-section 4, ce sont tous les types de métiers qui, à un moment ou à un autre, peuvent être confrontés à de l'amiante et qui peuvent donc intervenir ponctuellement, de par leur métier, sur des matériaux amiantés. La sous-section 3 fait l'objet d'une certification obligatoire par l'un des 3 organismes certificateurs, avec une formation obligatoire de tous les intervenants en entreprise, c'est-à-dire les opérateurs et les encadrants de chantier et techniques. Quant à la sous-section 4, qui ne fait pas l'objet d'une certification et qui est quand même soumise à une formation à la prévention des risques à l'exposition de l'amiante, et on en a parlé tout à l'heure, par un organisme de formation qui est habilité sur une démarche volontaire, alors que la formation les organismes de formation pour la sous-section 3 font l'objet quand même d'une certification. Là aussi, on voit qu'il y a, on va dire, pour le même risque, qui est l'amiante, donc qu'on soit en sous-section 4 ou en sous-section 3, l'amiante a la même dangerosité, et on constate que
pour la formation à cette prévention-là, on n'a pas le même niveau d'exigence administrative. Donc, pour l'évaluation du risque, donc je le disais tout à l'heure, l'amiante n'est pas moins dangereux en sous-section 4. La sous-section 4 a parfois, on a parfois tendance à sous-estimer le risque dans le sens où sous-section 4 ne veut pas dire niveau 1 d'empoussièrement. La sous-section 4 peut être aussi amenée à être exposée au niveau 2, au niveau 3, donc il faut être très vigilant. Il faut retenir qu'on soit en sous-section 3 ou en sous-section 4, l'évaluation du risque des processus se fait exactement de la même manière. Donc la sous-section 3 est soumise, en tout cas les entreprises de sous-section 3 ont pour obligation d'envoyer un plan de retrait un mois avant les travaux au corps d'inspection et de contrôle, alors que la sous-section 4, c'est un mode opératoire en fait qui est un document bien plus allégé qu'un plan de retrait. Le plan de retrait est fait en 18 points réglementaires, alors que le mode opératoire se fait en 9 points. Et celui-ci est soumis au corps de contrôle et d'inspection pour une première mise en œuvre du mode opératoire, ou lorsque le mode opératoire est remis à jour, ou lorsque les interventions durent plus de 5 jours. Donc là, on voit qu'effectivement, administrativement, le suivi ne se fait pas de la même manière qu'en sous-section 3, sous-section 4. On peut ajouter à cela aussi, ce qui alourdit la sous-section 3, c'est tout ce qui est métrologie. Alors la métrologie en sous-section 3 peut être et bien plus lourde qu'en sous-section 4. Alors, comment on sait si on est en sous-section 3 ou en sous-section 4? Comme on le disait tout à l'heure, la DGT a mis en place un logigramme qui donne les éléments de réflexion, ou en tout cas les lignes directives à avoir pour pouvoir classifier les travaux. Et parfois, il y a des zones grises, on va dire. Il y a certains travaux qui ne sont pas si évidents à classer. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la classification sous section 3, sous section 4, doit faire l'objet d'une réelle évaluation du risque. Je prends souvent cet exemple, c'est-à-dire si je suis amenée à percer un trou sur un mur amianté, c'est évident que c'est de la sous-section 4, mais si je suis amenée à multiplier cette même action 100 fois sur plusieurs murs, le niveau d'exposition n'est pas le même. Donc, bien que ce soit une intervention courte, mais qui soit amenée à être répétée plusieurs fois dans le temps, pour bien gérer le risque, il semble mieux de la classer en sous-section 3. Donc voilà, parfois, et ce qui est important ici à comprendre, c'est que la classification doit faire vraiment l'objet d'une réelle réflexion, une réelle analyse de risque. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de logigramme. Vous l'avez ici, vous avez le lien sur le PowerPoint que vous pouvez ensuite récupérer. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi tout à l'heure. Parlons maintenant des filières d'élimination des déchets. Donc, il n'y a pas beaucoup de filières d'élimination. Donc, il y a soit l'enfouissement, soit l'élimination, on va dire, totale de l'amiante par l'inertage, qui se fait aujourd'hui que par Inertam, pour ne pas le citer, par la torche à plasma, qui élimine définitivement l'amiante. Par contre, l'enfouissement, soit en installation de stockage de déchets non dangereux sous réserve des arrêtés préfectoraux, toutes les installations ne sont pas habilitées à en recevoir, donc il faut vérifier en amont.
Ou bien sûr, les installations de stockage de déchets dangereux qui peuvent accueillir tout type de déchets. Alors, il faut savoir que le déchet amianté peut représenter un coût très important donc pour les entreprises, qu'on soit en sous-section 3 ou sous-section 4, mais peut-être un peu plus, c'est un problème un peu plus, on va dire, prégnant la sous-section 4, parce que comme la sous-section 4 est amenée à produire très peu de déchets, de par la nature de leur intervention, courte, etc., donc ils produisent des petites quantités de déchets, mais comment dire, la gestion n'est pas calibrée pour la production de petites quantités de déchets. Et donc, ça représente un grand coût pour la sous-section 4. Il y a certains gestionnaires qui proposent de regrouper plusieurs bordereaux de suivi pour en fait regrouper les déchets et pour plusieurs entreprises et donc diminuer les coûts. Mais c'est une discussion que les gestionnaires ont. En fait, c'est une démarche qui doit faire l'objet de validation par la directe, la DGPR, de manière à ce qu'on s'assure que bien qu'on regroupe les déchets, la traçabilité soit toujours assurée. Et puis, il y a certains aussi prestataires pour les types d'intervention de sous-section 4 qui proposent en fait un kit sous-section 4 pour l'intervention qui comprend en fait des EPI et qui propose aussi de prendre en charge le déchet ensuite. Donc c'est un kit, on va dire clé en main, je ne sais pas si ça s'applique là, mais voilà, qui vous permet d'intervenir en sécurité et qu'ensuite la gestion du déchet se fait par le prestataire tout en vous assurant la traçabilité de votre déchet. Alors, un petit mot sur les projets en cours. Donc, on a parlé tout à l'heure des règles techniques sous section 3. Donc, je le disais, c'est un projet subventionné par le PRDA qui est en partenariat avec le CIRTA et qui traite de 14 règles. C'est un projet, on va dire, de production à 50-50 avec le CIRTA, mais nous avons les mêmes objectifs, à savoir de restituer les règles d'ici début, on va dire plutôt courant 2021, parce qu'avec les délais qui se sont rallongés pour les raisons que vous connaissez, voilà. Donc, certaines règles sont finalisées, certaines sont en cours, et ces règles-là vont être publiées et à la portée de tout le monde via le site, via aussi les sites des institutionnels qui reconnaîtront ces règles-là comme les règles professionnelles pour le désamiantage. La sous-section 4 aussi fait l'objet de plusieurs travaux. Il y a le projet Règles de l'art, le projet Carto, qui en fait rassemble un certain nombre de processus et de modes opératoires, si je me trompe pas, de manière à maîtriser le risque amiante en sous-section 4. Et qui aussi font et qui feront l'objet de régulières publications via les sites et qui seront accessibles à tous. Donc en conclusion, la maîtrise d'ouvrage ou le donneur d'ordre a l'obligation de faire sa propre analyse de risque et pour cela, déjà il s'entoure par les bonnes personnes, qualifiées, assurées et doit se faire conseiller pour le suivi et la classification des travaux. Il doit donc bien définir les travaux et le marché de manière à ce que les entreprises répondent au mieux à la demande et aussi donc veiller au respect de la santé et la sécurité de tout intervenant sur son chantier. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions si vous en avez. Voilà, merci Souila. On va arrêter la présentation.
Voilà, je vais arrêter le partage. OK. Moi, j'avais une petite question pour toi. Euh, D'ailleurs, il y avait Jean-Denis Clary qui intervenait pour la CARSAT. Et j'avais au préalable d'ailleurs une petite question pour toi. Vous travaillez aussi au CEDRE, on voyait cette difficulté sous section 4, sous section 3, et d'ailleurs le public va vouloir les présentations. Donc j'en profite pour dire que ceux qui répondent au questionnaire de satisfaction en fin de conférence reçoivent les présentations en retour. La question c'est la sous-section 3, vous prenez finalement une sous-section 3 à deux vitesses, parce que effectivement, il y a des chantiers plus faciles que d'autres. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors, avant, on va dire la réglementation de 2012, il y avait une certification amiante friable, amiante non friable. C'était voilà une certification oui, à deux vitesses, ou en tout cas deux types de certification. Après 2012, la DGT a souhaité faire une même évaluation des risques pour tous les travaux de retrait d'amiante, mais avec l'expérience des entreprises et les études faites depuis lors, c'est qu'on constate que tous les chantiers de retrait d'amiante ne doivent pas être soumis aux mêmes contraintes. Je m'explique. Alors, il y a certains types de chantiers, ou en tout cas certains types d'entreprises qui, de par leur métier, par exemple, les couvreurs qui sont amenés à enlever des toitures en fibrociment, peut-être dans des milieux comment dire, pas très complexes, sont soumis à des exigences réglementaires et de formation égales à des entreprises qui doivent intervenir sur des milliers de carrés avec des processus très, très émissifs. Et on leur demande en fait comment dire, les mêmes exigences techniques. Et il nous paraît pas très égal. C'est un peu pour imager la chose, c'est comme si on demandait le même permis de conduire pour celui qui conduit allez, un camion transportant voilà, un camion d'envergure avec une petite voiture de type B, quoi. Il n'est pas possible d'envisager un même permis pour ce même type de véhicule, pour imaginer un peu la chose. Donc effectivement, le CED propose de différencier la technicité, on va dire, courante et de la technicité supérieure. Oui, on avait une remarque donc je disais Jean-Denis Clary pour la CARSAT nous fait témoigner, il est important aussi pour les entreprises formées en sous-section 4, est une réelle pratique fréquente pour assurer les interventions en sécurité. La vigilance des maîtres d'ouvrage est nécessaire sur ce point pour le choix des entreprises intervenantes. La formation SS4 ne doit pas être uniquement la clé pour répondre à des appels d'offres. Effectivement, il faut aller regarder ce que font les entreprises, donc Tout aussi à à travers fait. leurs références, hein, Mhm. j'imagine. Voilà, la formation n'est pas une finalité, le Bien seul sûr. clé pour trier, Mhm. même si elle est nécessaire, mais pas suffisante. Nécessaire, tout à fait. Voilà, merci beaucoup Souila Paré pour le CEDRE pour cette intervention.